Shalom à toutes et à tous, Erev Tov, on est très content de se retrouver après les fêtes de Shavuot avec Georges Pira pour Midreshet Yehuda Manitou. Et on a quitté un peu les Juifs de Touat et on reprend le cours de l'histoire des Juifs du Maroc de façon plus générale, si j'ai compris. Bechavot, Absolument. Georges. Merci beaucoup. Voilà, tu me mets en grand si tu veux bien. Et puis, après, ça marche. Voilà. Bon, c'est bon? Ah ben, on peut y aller. Alors, bonsoir à toutes et à tous, comme dirait un président de nos connaissances. Et tout d'abord, Mazel Tov à nos amis Yitzhak et Ruti Birman, qui sont devenus arrière-grands-parents d'un petit-fils, d'un arrière-petit-fils, qui s'appelle Oz Yehuda. Certains d'entre vous viennent de l'entendre. Et donc, on est très heureux pour eux et un grand Mazel Tov. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je n'ai pas d'autres annonces. Par contre, je voudrais dire que dans 15 jours, je ne ferai pas court parce que je serai en voyage et je ne serai pas là. Et donc, 15 jours après, parce qu'on garde le rythme de ces 15 jours, pour ce qu'il en est des 15 jours après, c'est-à-dire début juillet, je vous tiendrai au courant par un message d'ici le 20 juin. Et puis, troisième chose, je voudrais que vous m'excusiez. Vous savez, le personnel de nos jours, ce n'est pas très fiable. Et un certain nombre d'entre vous n'ont pas eu le mail annonçant le cours de ce soir. Donc, ma meilleure épouse, qui est la secrétaire et ma tête pensante, a refait un mail cet après-midi. Donc, j'espère que maintenant tout le monde a eu. Il y a dû y avoir un bug informatique ou un maître d'ordinateur qui est encore en train d'étudier la nuit de Shavuot. Voilà. Alors, on ne va pas faire ce soir de résumé du dernier cours, puisque le dernier cours, on a terminé le Touat, ça vous le savez, et nous reprenons le cours de l'histoire proprement dite du Maroc. Histoire qui est très compliquée, et pour se remettre un peu dans le bain, je vais quand même vous rappeler rapidement ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent, juste dans les grandes lignes, pour que vous sachiez à peu près où on en est. Après, je vous expliquerai comment on va procéder. Alors, voilà les débuts de ce que nous avions déjà vu. Ce sont des cours qui datent du mois de décembre 2021 jusqu'en février, donc ce n'est pas très ancien, mais c'est bon de se rafraîchir un petit peu la mémoire. On a vu que les Juifs étaient arrivés au Maroc déjà à l'époque de Nabuchodonosor, au VIe siècle avant l'ère courante, et suite au Khurban du Bayit Rishon, et notamment ce qui est assez intéressant, d'ailleurs j'ai lu un article là-dessus cette semaine, parmi les Juifs qui sont arrivés, il y a eu énormément de Kohanim. Ça pourrait peut-être expliquer aussi la présence de tellement de gènes de Kohanim chez les Lemba, ceux dont nous avons parlé la dernière fois. Mais c'est une hypothèse. Voilà. Il y a une deuxième vague d'émigration au IVe siècle venant d'Égypte vers l'Afrique du Nord. Carthage a été détruite en moins 146 et en plus 70. Après le Khurban du Bayit Sheini, arrivent 12 bateaux de déportés par Titus vers la Cyrénaïque. C'est la rencontre des Berbères et des Juifs, et vous connaissez la suite de l'histoire, beaucoup de Berbères vont se convertir au judaïsme. Les affinités sont importantes, beaucoup d'entre eux sont nomades, et nous avons beaucoup de conversions. Au IIIe siècle, l'Afrique du Nord est christianisée. Alors là, les choses commencent à devenir un petit peu plus difficiles pour nous. Et après le concile de Nicée, notamment en 325, il y a énormément de restrictions qui sont imposées aux Juifs. En 533, je survole rapidement, c'est juste pour vous remettre un petit peu dans le bain, Bélisaire qui est le général en chef de l'empereur Justinien, qui est un empereur byzantin. Impose la loi byzantine à toute l'Afrique du Nord, qui est donc christianisée. La situation est très, très difficile pour les Juifs, ce qui n'empêche pas des milliers de Juifs d'Espagne d'arriver en Afrique du Nord, fuyant les problèmes avec les chrétiens espagnols, notamment les persécutions du roi wisigoth qui s'appelle Recared. Alors, j'avance encore un petit peu. Et nous arrivons à la veille
la conquête musulmane. Beaucoup de Berbères, semblerait-il, étaient des Karaïtes, ou soit juifs, soit Karaïtes, parce que les deux influences étaient importantes à l'époque. Et nous avons plusieurs tribus berbères, dont une dont le nom est intéressant, les Djeraoua. Les Djeraoua, c'est le pluriel du mot djer, et le mot djer signifie en arabe guerre en hébreu, donc le converti. Et donc, on a là clairement une référence à la conversion des Berbères au judaïsme. Au 8e siècle, c'est la conquête musulmane, après plusieurs tentatives, et en 786 naît le royaume du Maroc, avec un premier roi qui s'appelle Idriss Ier, et nous notons à ce moment-là la présence de Juifs à Kérouan, et également des Juifs venant d'Andalousie déjà en 786, donc fin du 8e siècle. Fin du 8e siècle aussi, c'est la fondation de la ville de Fès, mais lors de sa fondation, évidemment, une ville, ça ne se fonde pas comme ça. La création d'une ville, c'est une décision politique d'une autorité, mais qui se fonde non pas sur un lieu vide, mais un village ou une petite implantation de quelques familles ou de quelques dizaines de familles. Et nous avons, lors de la fondation de Fès, il y avait déjà une présence juive dans le village, si vous voulez, de Fès. Voilà. Et puis, au début du 19e siècle, on trouve également à Fès des Juifs venant d'Andalousie. Après cette conquête arrivent les Fatimides de Syrie, ils arrivent à Fès, ils arrivent à Sijil Massar en 757, et il y a quelques troubles dans le pays. Milieu du XIe siècle, on avance un peu, nouvelle dynastie, ce sont les Almoravides. Almoravides qui seront beaucoup plus sérieux dans leur islam, dans leur pratique de l'islam. Le chef s'appelle Tachfin, il prend Sijil Massar dans le Touat, ça nous l'avons vu. Il fonde Marrakech en 1060, ça c'est important, une grande ville. Il prend Fès, Tlemcen, Oran, Alger, et ensuite partira à la conquête de l'Espagne, notamment avec l'aide des musulmans sur place, et notamment, rappelez-vous, avec l'aide des deux fils de la Caïna. On avait vu ça. Voilà. Alors, sous les Almoravides, les Juifs sont tolérés sous réserve du paiement de la jizya, ça c'est traditionnel, mais ce n'est pas toujours très sympathique. C'est aussi l'époque où Yitzhak ben Yaakov al-Fassi part de Fès pour Cordoue. 1140, les Almoravides sont balayés par les Almohades. Alors, les Almohades, c'est les Daesh d'aujourd'hui, c'est des extrémistes, ce sont des intégristes, une très grande violence. En 20 ans, tout le Maghreb est conquis par les Almohades, des conversions forcées ou des expulsions ou la mort. Enfin, c'est une situation pas très sympathique du tout. Leur chef, leur incitateur s'appelle Toumert. Il est originaire de l'Anti-Atlas, donc de ces fameux Juifs des montagnes dont nous avons beaucoup parlé. Voilà. Alors, les conversions forcées donnent lieu à des drames. Par exemple, le chef de la communauté de Fès, Rabbi Yehuda Cohen, est assassiné suite à son refus obstiné de se convertir à l'islam. Voilà. Alors, après la conquête, ils vont aller attaquer l'Espagne, conquérir l'Espagne, ficher Almoravides dehors. Et une fois que leurs conquêtes sont terminées, ils vont se calmer un petit peu. La situation devient un petit peu plus tolérable. Beaucoup de Juifs qui s'étaient convertis reviennent au judaïsme, et notamment dans la communauté de Marrakech. Voilà. Et puis, cela dit, quand même, les Almohades vont imposer notamment une tenue vestimentaire distinctive pour les Juifs, tenue qui sera appliquée jusqu'au XVIe siècle. Après, ça continuera sous une autre forme que nous verrons. C'est aussi une époque d'intenses échanges intellectuels entre le judaïsme du Maroc ou du Maghreb et d'autres communautés juives. C'est l'époque de Rabbi Yitzhak ben Shlomo ha-Israéli à Kérouan, 850-950. C'est l'époque du Rif en Algérie, qui partira d'Algérie vers Fès en 1090, puis ensuite en Espagne. Et je vous ai raconté la vie et l'œuvre du Rif, du Roche et de Rambam, qui sont tous des contemporains
de l'époque que nous envisageons là. Voilà. Alors après, on continue notre histoire, on fait un saut et on arrive à 1391-1492. Ça, c'est le siècle de persécution des Juifs en Espagne et donc d'un courant continu d'émigration de Juifs d'Espagne vers le Maghreb et notamment vers le Maroc. C'est l'époque de grandes vagues d'émigration, notamment des Juifs qui vont venir à Meknès, à Debdou et à Fès à partir de 1391. En 1438, on a le premier Mellah qui est installé à Fès, 1438, un Mellah dont le but à l'époque est la protection, véritablement la protection des Juifs contre les exactions populaires. Et puis après, le Mellah deviendra tout ce que vous savez. 1492, on trouve des Juifs à Tanger, à Tétouan, à Fès, à Meknès, dans le nord du Maroc, à Rabat, à Salé et à Mogador, sur la côte atlantique. Plus évidemment, les Juifs du Touat, je ne reviens pas sur eux. 1496, quelques années plus tard, arrivée de marans portugais. Ça, cette immigration-là est importante, nous allons le voir tout à l'heure. Alors, le cheikh Mohamed Cheikh, le sultan, réserve un très bon accueil à ces immigrés qui viennent d'Espagne. Par contre, les Juifs autochtones, les Toshavim, ne sont pas tellement contents de voir débarquer ces Mégorachim. Et il y a pas mal de rivalités. Toujours est-il que ces Juifs qui viennent d'Espagne, qui sont très nombreux là, vraiment très nombreux, puisqu'il y a eu une première émigration au VIe siècle qui est retournée en Espagne ensuite, après Recared. Mais là, ce sont des Juifs qui vont rester. Ils sont nombreux, et ils sont en règle générale quand même beaucoup plus cultivés que les Juifs autochtones, et progressivement, ils vont imposer leurs traditions religieuses, leurs institutions, leur culture, leur mode de pensée, ce qui fait qu'à partir de 1496, si vous voulez, on n'a plus de Juifs autochtones, on a des Juifs séfarades, un terme générique qui englobe tous les Juifs habitant les terres d'islam, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique du Nord. Voilà. Donc là, il y a un basculement et une osmose entre deux communautés qui vont s'influencer l'une l'autre, la communauté espagnole prenant clairement le dessus. Cette arrivée aussi signe le développement d'une langue qui s'appelle Haketia, qui est un mélange de judéo-espagnol matiné d'arabe. Donc une langue très particulière qui est celle du Maroc et qui va considérablement se développer. Voilà, alors il y a pas mal de rabbinim à l'époque, je vous en ai cité beaucoup. Et nous voyons aussi au XVIe, XVIIe siècle le développement du commerce. Les banquiers, il y a des banquiers de cour, des juifs banquiers de cour, qui sont des marchands du sultan, sont des gens très aisés, des gens de pouvoir, mais des gens qui demeureront dhimmis toute leur vie. On y reviendra tout à l'heure. Et ça, c'est une toute petite minorité, avec une majorité de la population terriblement pauvre, terriblement miséreuse, misérable, soumise, humiliée. Tout ça, nous allons le développer. Ce sont les grandes lignes de ce que nous avions vu. Voilà. Alors, le judaïsme marocain est un judaïsme religieux. Il y a beaucoup de pèlerinages. Il y a aussi une propension très nette à la mystique, à la kabbale, et nous avons de très grands penseurs, très grands kabbalistes qui sont originaires du Maroc et qui vont diffuser leurs pensées, qui seront étudiés jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Donc, un très haut niveau de religiosité et de connaissance également. Les financiers du sultan vont, entre autres, financer la guerre du sultan qui s'appelle Malik, el-Malik, contre les Portugais en 1578. Alors, trop heureux de pouvoir rendre la monnaie de leur pièce aux Portugais, parce que les Portugais nous ont fait beaucoup de misère après l'expulsion d'Espagne. Ça, nous l'avons vu il y a bien longtemps déjà. Et donc, les financiers juifs vont
finançait la guerre d'El Malik contre les Portugais. Et quand il va gagner la guerre, ils vont instaurer un Pourim au Maroc pour la victoire contre les Portugais. Au XVIIe siècle, on a des Juifs de Livourne et de Hollande qui viennent s'installer au Maroc, qui serviront d'intermédiaires entre le Maroc et les Anglais, notamment à Tanger. Et puis, on a aussi un courant continu, pas très important, mais continu de Juifs qui émigrent du Maroc vers la Palestine, mais également vers l'Égypte, la Turquie, l'Europe du Nord et même déjà les États-Unis, enfin pas les États-Unis, l'Amérique à l'époque. 1672, il y a des troubles après la mort de Moulay Ismaël, qui était le sultan, et les troubles à la mort d'un sultan, ça se traduit toujours, c'est tout à fait logique et cohérent et la conséquence normale, par des pogroms contre les Juifs qui vont quitter les villages et vont se diriger massivement vers les Mélats, notamment de Meknès et de Fès, qui de Mélats à peu près correctement constitués deviendront des taudis surpeuplés, surchargés de population, ou notamment au début du XXe siècle, par exemple à Fès, va se développer la peste, pour cause de surpopulation justement. D'autres iront vers Rabat, vers Safi, vers Marrakech, pour le commerce, et parce qu'il y a là-bas d'autres centres de commerce et rabbiniques, pardon. Voilà. 1764, c'est la fondation de Mogador et Saouira. Alors, Mohamed III, dont les dates sont 1757-1790, ça c'était un sultan assez éclairé, fait venir beaucoup de juifs à Mogador en multipliant les avantages et il leur permettra, il les incitera, parce qu'ils sont un peu plus doués quand même, à entreprendre un commerce international et à développer la ville. Et du coup, Mogador deviendra le centre du commerce international du Maroc et Agadir le centre du commerce transsaharien, les fameuses caravanes de sel, etc. Voilà. Et pendant tout le 19e siècle, nous aurons des Juifs qui sont correspondants des communautés, des correspondants des relations commerciales entre l'Europe et le Maroc. En 1785, il y a environ 6000 Juifs à Mogador. C'est un chiffre assez important. La ville se développe vite, c'est une ville ouverte vers l'océan, vers l'Europe, vers les Amériques, et les fameux marchands du sultan ont un nom, on les appelle Tujar al-Sultan, les marchands du sultan. Puis évidemment, comme c'est prospère, arrivent d'autres juifs. Ils ont flairé le filon, et donc ils viennent, des juifs d'Algérie, d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, et se forme une élite de grandes familles puissantes, une puissance très relative quand même, mais puissante, dont les noms sont connus, Sebag, Pinto, Corcos, Peña, Khadida, Cohen-Solal, Boujna, Meloul, Malka. Ça sont des grandes familles de Mogador qui ont pignon sur rue et qui sont puissantes, mais nous verrons qu'un rabbin dit prier pour les puissants qui accèdent à ce stade parce qu'ils sont en grand danger, ce qui sera effectivement très souvent le cas. Ça, ce sont des histoires que je vous raconterai. Puis arrive 1790-1792, 2 années catastrophiques avec Moulay Yazid, nouveau sultan. Ça, c'est un voyou de la pire espèce. Pillage, meurtre à Tétouan, à l'arrache, à Taza, à Fès, à Meknès, un type qui voulait de l'argent et tout était bon pour piller, voler, massacrer les Juifs ou vendre les femmes et les enfants en esclavage. Puis son frère va lui succéder, 1792-1822. Alors lui, il est quand même beaucoup moins violent, c'est un petit peu de répit pour ces communautés juives, mais c'est aussi l'époque d'ouverture de Mela à Tétouan, à Rabat, à Salé et à Mogador. Donc des Mélas plus récents. On est quand même au premier tiers du 19e siècle. C'est très récent.
Je vous avais raconté aussi l'histoire de la lignée de quelques grands rabbins, notamment de la famille Apen Danan, qui vient d'Espagne au XIIIe siècle et dont les descendants seront ici en Israël à la fin du XXe siècle. Le premier d'entre eux s'appelait Saadia ben Moshe ben Maimon Aben Danan, surnommé le Rambam Fassi, le Rambam de Fès. Et ses dates, c'est 1420. Après, il est parti en Espagne et puis il est revenu à Fès vers la fin de sa vie, où il est décédé en 1493. On avance un petit peu dans l'histoire et nous arrivons à la lignée de Rabbi Abraham ben Mordechai Azoulay. Ça, c'est un grand personnage dont je vous ai parlé aussi, dont le petit-fils n'est rien moins que le Chida, qui nous a laissé beaucoup d'œuvres, qui ont été publiées, ce qui est intéressant à l'époque, à Venise et à Vilna. C'est là qu'ils sont parus en premier. Je vous ai parlé aussi de la lignée de Rabbi Isaïe Bakish, ou Bakis. Voilà. Mais après, autre chapitre que nous avions vu, c'était les Berbères. J'ai quelques généralités sur les Berbères qui sont venus probablement de Syrie ou du nord de la Palestine très longtemps, vers le début du 8e siècle avant l'ère commune. Ils passent par Babel et ils arrivent en Berbérie, en Cyrénaïque. La rencontre avec les Juifs, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, nous l'avons vu. Ce qui est intéressant avec les Berbères, c'est l'utilisation politique qui a été faite de l'histoire de la Kaïna. La Kaïna, qui s'oppose donc, on est au 8e siècle, s'oppose à la conquête musulmane et finalement elle sera battue parce qu'elle pratique la terre brûlée. Je ne vous refais pas l'histoire de la Kaïna. Mais ce qui est intéressant, c'est comment les politiciens se sont emparés de ça. D'un côté, les chrétiens, faisant de la Kaïna une espèce d'idole qui va, pas d'idole, mais en tout cas de personnage très puissant, une espèce de Jeanne d'Arc juive, si vous voulez, qui combat ces mécréants de musulmans, et d'un autre côté, les musulmans qui disent que la Kaïna était un homme parce qu'il n'était pas pensable pour eux d'être battus par une femme. Ils ont quand même perdu quelques belles batailles contre la Kaïna avant qu'elle soit finalement détruite. Bien. Nous faisons encore un petit saut et nous arrivons au 19e siècle avec Shlouch et Rabbi Seror. Shlouch est le premier, avec Rabbi Seror, à découvrir les populations dispersées, les communautés juives dispersées du Touat, justement, donc de la classe, de la montagne, et en parler. Shlouch a travaillé là-bas de 1872, non, ces dates, c'est 1872-1966, commandité par les Français pour faire une étude anthropologique. Et quand il s'est rendu compte que ce monsieur Shlouch était un sioniste fervent, il a été démis de ses fonctions. Voilà. Ça, c'est donc le 19e siècle, Rabbi Seror, c'est 1885. Et ensuite, nous avons comparé les points de vue de ce juif berbère de Shlouch, de Hirschberg et de Wexler. Sont-ils juifs? Sont-ils des juifs convertis à l'islam ou des musulmans convertis au judaïsme? Les juifs sont-ils berbères d'origine ou les berbères sont-ils des convertis au judaïsme? Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont avancées. Il n'y a pas de réponse définitive non plus. Tout est un petit peu mélangé. Ce que nous savons, c'est qu'en 1900, donc au tournant du XXe siècle, il y a environ 10 000 juifs dans l'Atlas. Et nous avons parlé, et nous reviendrons là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très important, du Maxen et du Siba. Quand on fait l'histoire du Maroc, on ne peut pas se faire l'économie de la coupure du Maroc en deux zones, le Maxen et la Siba. Al-Maxen, c'est la zone d'autorité du sultan. C'est là où s'applique la loi du pouvoir centralisé. Alors, il est centralisé sur pas beaucoup de terres. Je vais le développer tout à l'heure.
Et puis Al-Siba, c'est la partie du Maroc qui est sous l'autorité de petits caïds locaux qui appliquent leur loi comme ils l'entendent et qui n'obéissent absolument pas au pouvoir central. Il va y avoir des guerres aussi. En ce qui concerne les Juifs, dans le Macsen, ils sont protégés par le système du dhimmi, avec les conséquences aussi que ça apporte au niveau de la pauvreté, parce qu'ils sont littéralement exploités. Tout ça, nous le verrons. Dans le Siba, ils sont protégés, alors d'une façon un peu différente, comme propriété du caïd, qui les protège, effectivement, mais il a droit de vie et de mort sur eux. Voilà, une situation absolument abominable. Je vais vous raconter, voilà, nous en étions à peu près là, et je voudrais vous raconter maintenant un petit peu dans les grandes lignes l'histoire politique du Maroc, parce que notre vie à nous, juifs, est directement conséquence de cette histoire politique. Et on va recouper un certain nombre de choses. Vous allez voir, l'histoire du Maroc, c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas raconter le Maroc, même pas. Maintenant, on s'occupe du Macsen. On s'occupe vraiment de la zone du sultan. Mais il y a beaucoup de villes. Dans chaque ville, il se passe autre chose. Je crois que le meilleur moyen de raconter cette histoire, en ayant la trame politique du Maroc, d'ensuite donner des exemples. Parce qu'on a une quantité phénoménale de témoignages de la situation des Juifs au Maroc. Évidemment, vous le savez, tous les rapports de l'Alliance israélite universelle, mais ça commence en 1862. Mais on a beaucoup de rapports aussi de voyageurs, de moines, notamment Foucault, dont on a parlé déjà tout à l'heure, je voulais encore vous le citer. On a les témoignages d'ambassadeurs, de consuls, d'hommes d'affaires, et tous vont dans le même sens, et tous nous rapportent des histoires différentes. Alors, je dois avoir à peu près en stock 1200 ou 1300 histoires individuelles de Juifs marocains, qui sont des histoires terribles, évidemment, je ne vais pas toutes vous les raconter, et à ma femme qui dit heureusement. Elle veut déjà avoir fini avant de commencer, elle. Mais on va en choisir un certain nombre qui illustrent très bien la situation des Juifs dans différentes villes. Voilà ce que je vous propose. Si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, faites-le moi savoir par des mails. Je suis preneur de tous les conseils. Donc, voyons voir un petit peu les grandes lignes politiques. Nous avons vu que au VIe siècle, 527-565, l'empereur byzantin Justinien envoie son général Bélisaire pour reprendre l'Afrique du Nord aux Vandales qui l'avaient conquise. Et avec l'arrivée le retour des chrétiens byzantins, beaucoup de Juifs fuient vers l'Atlas. Ça, nous l'avons vu il y a un bon moment. En 610 et 641, l'empereur Héraclius oblige les Juifs à la discrétion, à ne pas se montrer, et du coup, on a très très peu d'informations sur cette période de la domination byzantine jusqu'à ce qu'arrive la conquête musulmane. Là, nous sommes en 705-708, où un général musulman qui s'appelle Moussa ibn Nusayr, si vous ne retenez pas le nom, ce n'est pas très très grave, pousse l'offensive de l'islam jusqu'à l'Atlantique. Donc une conquête violente, rapide et profonde. Et puis c'est à ce moment-là que se situe l'histoire de la Qaïda. Donc notre brave général arabe est obligé de battre en retraite. Battre en retraite, il va nous avancer, finalement, vous connaissez l'histoire. Mais quand même, les Arabes qui ont une conquête fulgurante à travers toute l'Europe, une grande partie de l'Europe, mettront 150 ans à dominer la totalité du Maghreb. C'est très long comme conquête, elle est difficile, elle est violente, elle se fait par petites étapes. Et du coup, à partir du moment où les Arabes auront conquis l'intégralité du Maghreb, de majoritaires, semblerait-il, qu'étaient les Juifs dans la région, suite aux conversions forcées, parce qu'évidemment, ça c'est le corollaire de ces conquêtes, eh bien, les Juifs vont devenir une minorité.
Donc, on a un changement total de statut. Et ils étaient avant, ils ont eu jusqu'à des petits royaumes dans le sud de l'Atlas, au nord du Sahara. Il y a eu des petits royaumes juifs, je vous en avais parlé. Donc, ils étaient puissants, ils étaient clairement, probablement majoritaires numériquement, beaucoup plus habiles aussi dans les affaires, dans le travail, etc., jusqu'à l'arrivée des musulmans. Là, tout change, ils deviennent une minorité tolérée. Entre le 9e et le 11e siècle, le Maghreb joue un plan important au niveau du judaïsme, tant sur le plan spirituel, culturel que économique. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est 9e, 11e siècle, c'est la fin de Babel, c'est la fin du judaïsme en Irak, pas du judaïsme, mais de la centralité des grands yeshivot de Babel. Et on a beaucoup de tchouvot envoyés du Maroc vers Babel et vers la Palestine. Et ça, c'est intéressant, ce n'est pas très connu. Les tchouvot venaient, les shelot partaient vers Babel, c'était le cycle normal, les tchouvot revenaient vers l'Europe ou vers d'autres pays. Et là, on a beaucoup de shelot qui sont envoyés, de questions qui sont envoyées vers le Maroc, et les réponses viennent du Maroc en direction de la Babylonie ou de l'Irak et de la Palestine. Donc, ça, c'est un phénomène intéressant, 9e, 11e siècle, ce qui nous prouve d'ailleurs qu'il y avait un niveau très élevé et très reconnu de l'étude juive au Maroc. Bien. On trouve des yeshivot à Gabès et à Kérouan en Tunisie, à Taïrt en Algérie, à Fès et à Sijil Massa au Maroc à cette époque-là. Évidemment, après, il y en aura beaucoup plus, mais nous sommes là au 9e, 10e siècle. Un grammairien très célèbre qui s'appelait Yehuda Hayouj, ses dates, c'est 945-1000, donc au tournant du XIe siècle. Il était originaire de Fès et un talmudiste réputé, alors là, le nom vous le connaissez, qui s'appelle Isaac Al-Fassi, dont les dates sont plus tardives, 1013-1103, de Constantine, sont une réputation telle qu'ils sont demandés, questionnés, tant sur les questions de Talmud que les questions de grammaire, de Dikdou, de codex, depuis l'Espagne musulmane jusqu'au monde chrétien, qui consulte notamment Ayouj sur les problèmes de grammaire hébraïque. Il y a la réputation de ces personnages. On a un autre personnage, on ne connaît pas la date de naissance, mais de décès en 1051, qui s'appelle Salomon ben Yehuda, de Fès, et dire le niveau qu'il a, il partira en Palestine et deviendra le Gaon de Palestine à l'époque. Nous sommes là au Xe siècle. Salomon ben Yehuda. Et toute cette période, je vous l'ai signalé avant, voit un courant d'émigration du Maroc en direction de la Palestine. Arrive le XIIe siècle, avec les persécutions almoravides qui durent de 1056 à 1147, pas excessivement violentes, nous l'avons vu, mais suivi des Almohades, là ça va durer un siècle, 1120-1230, d'où beaucoup de Juifs meurent en martyrs, d'autres sont convertis de force, d'autres fuient, et nous avons notamment une kina, une lamentation de Abraham ibn Ezra qui raconte tout cet épisode et qui nous montre la difficulté de vie de ces gens. Voilà. Le fanatisme almohade, après les conquêtes, se tasse, nous l'avons vu, et donc les Juifs se reconstruisent. Par contre, les chrétiens auront été éradiqués totalement du Maroc. Il n'y a non plus, ça c'est un point important, il n'y a plus d'autres minorités que les Juifs au Maroc. Et ça c'est très très important parce qu'on n'aura pas le même appui que s'il y avait des chrétiens. Et puis surtout, ça prouve que la résilience des Juifs et le manque de résilience, en fait, des chrétiens, ils fuient, ils sont massacrés, ils partent au même titre que les Juifs. Sauf que les Juifs vont rester. En 1465, il y a une dynastie
les Marinides qui se terminent et tout changement de dynastie se traduit, comme c'est logique, par des massacres de Juifs, ce qui va se passer, et notamment toute la population juive de Fès sera massacrée, 1465. Fès est une ville qui a énormément souffert. La communauté juive de Fès a terriblement souffert à travers toute l'histoire du Maroc. Et puis ensuite, il y a un cheikh qui monte sur le trône qui s'appelle Mohamed al-Cheikh et qui fait très bon accueil aux Juifs expulsés d'Espagne et du Portugal. Alors lui, il fait un très bon accueil et nous l'avons vu, les Juifs autochtones feront un accueil un petit peu plus mitigé. Mais toujours est-il que ces Juifs d'Espagne sont un formidable apport à la vie juive du Maroc et c'est l'époque de grands personnages. 1362-1408, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet Perfet d'Alger, le Ribache, 1361-1444, Rabbi Shimon ben Semar d'Ouran, d'Alger également, le Rashbaz, ou décédé en 1442, mais on ne connaît pas la date de sa naissance, Rabbi Ephraim Enkaoua de Tlemcen. Il y en a beaucoup d'autres. C'est une liste vraiment très importante. Ce sont des très grands personnages que je vous cite là. Suit l'épisode criminel de Abdelkrim al-Maghili. Je vous en ai longuement parlé à propos du Touat, qui sera obligé de fuir au Soudan, mais qui va massacrer la population juive du Touat, ou la forcer à l'exil. Et donc, cette histoire du Touat se termina à ce moment-là. Maintenant, il se passe autre chose. Les Arabes du nord de l'Afrique opèrent en permanence des razzias. Là, on quitte un peu les Juifs et ils razzient dans la mer Méditerranée, ils prennent des esclaves, ils les revendent, ils pillent des cargaisons de bateaux, etc. Et l'Espagne commence à être un petit peu exaspérée par ce qui se passe et elle finit par occuper Bougie et Oran en Algérie. Ça ne le concerne pas directement pour le moment. Et leur intervention permet à certains Juifs de jouer un rôle d'intermédiaire, d'une part pour le développement économique de ces régions, et d'autre part sur un plan diplomatique avec le Maghreb. Parce que les Juifs qui sont là sont d'origine espagnole, donc ils connaissent la langue déjà pour commencer, ils connaissent les coutumes, mais les us et les coutumes. Et donc, on va se servir d'eux comme intermédiaires. D'abord, on attaque les Arabes parce qu'il y en a un avec ces razzias. Et d'un autre côté, on va quand même essayer de nouer des liens. Pas tellement simple. Puis arrive l'intervention des Ottomans. Alors, les Ottomans repoussent les chrétiens, instaurent une régence en Algérie, en Tunisie, en Tripolitaine. Et alors là, c'est une date très importante. 1509, il faut la retenir, celle-là. 1509, c'est le moment où le destin des Juifs du Maghreb se scinde totalement du destin des Juifs du Maroc. Parce que toute l'Afrique du Nord va tomber sous l'égide ottomane, sauf le Maroc. Et conséquemment, l'histoire des Juifs du Maroc va être totalement différente de celle des Juifs des terres ottomanes. Vous le savez, en terre ottomane, globalement, la situation des Juifs était quand même bien meilleure qu'en terre marocaine ou en Iran ou au Yémen. Parce que, non, ce n'est pas un parce que, ce sont des histoires qui se développent différemment l'une de l'autre et l'histoire des Juifs au Maroc est infiniment plus dramatique. 1509, on ne parle plus de l'Afrique du Nord en règle générale. Nous avons l'Empire ottoman, les pays sous égide ottomane d'un côté, le Maroc de l'autre. Voilà. Et alors, ça nous donne plusieurs périodes. De 1509 à 1659, c'est la dynastie des Saadides. Les Turcs ont été repoussés par les Saadites, c'est pour ça qu'ils sont arrivés sur le trône. Le Maroc est indépendant, mais peut-être pas tellement bien gouverné. Vous savez, la gouvernance, c'est pas simple.
de faire appliquer les décisions du sultan au fin fond d'un pays est une chose très compliquée. Et c'est là que nous avons la définition du Bilad al-Maksem et du Bilad al-Siba. Bilad al-Maksem, la traduction, c'est le pays de la trésorerie. C'est très intéressant. C'est donc la région du Maroc où le sultan va recevoir ses impôts et les encaisser. Et le Bilad al-Siba, c'est le territoire de la liberté. Alors attention, c'est la liberté pour le caïd, pas pour les juifs. D'ailleurs, pas non plus pour les arabes. Ça, nous le verrons. En fait, c'est le territoire de la dissidence. Bien. Dans le Bilad al-Siba, aucun étranger n'est autorisé à pénétrer. Les étrangers doivent rester dans les villes portuaires et même les diplomates, les consuls n'ont pas le droit de pénétrer dans les villes du Al-Siba. Et la conséquence est une évolution catastrophique pour le Maroc sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. Le Maroc prend un retard considérable jusqu'en 1912, qui est la date du protectorat français. Donc, c'est un très long retard qui est accumulé au Maroc suite à des lois d'exclusion, des lois, comment dire, de refus de rencontre avec le monde extérieur, en tout cas en ce qui concerne le Al-Siba. Mais Al-Siba, c'est quand même les 2 tiers du territoire. 2 tiers. Al-Maksem, c'est beaucoup plus petit. Voilà. Au XVIIe siècle, on assiste à l'effondrement des Portugais dans le nord du Maroc, et du coup arrivent des grands commerçants, des Hollandais qui n'ont aucune volonté de conquête, aucune volonté belliqueuse, qui viennent simplement faire du business, travailler, faire des affaires. Alors ils nouent des relations avec les sultans, et là, au moment de nouer ces relations, effectivement, les Juifs ont un rôle important à jouer parce qu'ils ont, encore une fois, cette compétence, cette connaissance de langue aussi pour certains, et ils deviennent ambassadeurs. Ils rencontrent des ambassadeurs chrétiens également, et ils rapportent, les ambassadeurs chrétiens rapportent qu'ils sont obligés à contre-cœur, on n'aime pas beaucoup les Juifs en Europe, vous le savez, ça se traduit et ça se vérifie quotidiennement. Donc, les ambassadeurs écrivent à la maison qu'ils sont obligés à contre-cœur de traiter avec les Juifs, qui sont en réalité les gens qui détiennent le pouvoir auprès du sultan. Ils sont obligés de travailler avec eux, ça ne leur plaît pas, mais ils n'ont pas le choix. Il y a une grande famille qui se sort du lot, là-dedans, une très grande famille, qui va œuvrer entre le XVIIe et la fin du XIXe siècle, c'est la famille Palache. Famille Palache. Pour autant, cette famille Palache n'est absolument pas à l'abri des humiliations éventuelles, de leur statut de dhimmi, et certains d'entre eux vont finir très très mal. À partir du moment où ils ne plaisent plus au sultan, eh bien, il a tout pouvoir sur eux, vous imaginez ce que ça peut donner. Ou s'ils deviennent trop riches, la tentation est grande de mettre la main sur les avoirs, les possessions et les trésors de cette famille. Alors ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, vous avez la majorité juive, évidemment, qui est dans une misère totale, absolue, à travers tout le pays. Les chrétiens, eux, sont interdits de résider au Maroc. Ça, nous l'avons vu, ils ont été expulsés, terminé, c'est fini. Mais il y en a qui viennent, des délégations, des ambassadeurs, etc. Tout chrétien qui vient au Maroc est obligé de loger dans le Mela. Alors, ils n'aiment pas beaucoup les Juifs, mais là, ils sont bien obligés d'y aller. Et ça nous vaut un certain nombre de rapports et de relations de la vie dans le Mela qui sont hallucinants de misère et de malheur. Et donc, ce ne sont pas des gens qu'on peut soupçonner de sympathie à notre égard, et ils racontent ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient n'est pas très, très joli. Voilà. 1666-1800, une nouvelle dynastie, les Alaouites.
Alors, là, on a plusieurs relations aussi. Je ne vous les raconte pas toutes parce qu'il y en a vraiment de trop. Une seconde, je vous prie, Lily. Il y a un bouquin devant de Fenton. Tu peux me le chercher, s'il te plaît? Je vais de le prendre. Alors, il y a une première relation qui est c'est un aumônier qui est un aumônier de la garnison britannique de Tanger. Il s'appelle Lancelot Addison et lui, il écrit carrément un livre sur la situation des Juifs du Maroc. Ce monsieur a vécu entre 1632 et 1703. Donc, nous sommes au début du 18, fin du 17e, début 18e. Et il écrit à l'époque précise où Cromwell accorde le droit de vivre en Angleterre aux Juifs, suite à l'intervention de Rabbi Manaché, Ben Israël, de Hollande. Donc, vous voyez là, cette concomitance. Voilà ce qu'il il raconte, plein de choses. Donc, et dans son livre, notamment, il parle de son admiration pour les Juifs du Maroc et de son indignation devant leur avilissement. Lancelot Addison. Un Français qui s'appelle Germain Mouette, ses dates, c'est 1652-1691, donc grosso modo la même époque, confirme absolument ce que raconte Addison. Alors lui, il a une histoire assez triste. Il avait 19 ans quand il a été capturé par des Maures sur un bateau qui partait vers les Antilles, emmené en esclavage, prisonnier pendant 11 ans. Et pendant ces 11 ans, il a notamment été en contact avec un musulman qui lui a raconté beaucoup de choses et il a appris l'arabe et il a pu voir, constater, et son rapport est de visu. Il raconte ce qu'il a vu et il confirme en tout point ce que racontait Addison. Un tout petit peu plus tard, 1721, on a John Windus. John Windus, il est envoyé par le roi Georges Ier d'Angleterre auprès de Moulay Ismaël à Meknès pour obtenir la libération de 300 captifs anglais, encore une fois, des gens qui ont été pris, raptés sur la mer par des brigands arabes. Et à l'occasion de sa présence à Meknès, il fait une description de la situation des Juifs, toujours identique, une misère absolue, une humiliation permanente, un danger mortel qui court sur eux à travers l'année, avec des éruptions de temps en temps plus violentes, moins violentes, en tout cas une situation de dimitude, vraiment de dimitude. 1739, la situation se dégrade encore. Et c'est à ce moment-là que Rabbi Chaim Ben Attar, dont les dates sont 1693-1743, décide de partir en Palestine, où il rédigera le Or HaChaim. Rabbi Chaim Ben Attar, personnage rabbin éminemment connu et encore étudié, évidemment, aujourd'hui. Voilà ce qu'il écrit, mot à mot. Heureux celui qui n'a pas subi l'exil sous les musulmans. Ils nous asservissent et nous rendent la vie amère. Non seulement ils ne payent pas nos services, mais en plus, ils nous somment de leur payer. Après nous avoir dépouillés de nos possessions, ils exigent encore de nous ce que nous n'avons plus. Et ils nous font boire cette coupe de misère jusqu'à la mort. Ce sont les propos de Rabbi Chaim Ben Attar. Ce sont des propos terribles, terribles. Début du XVIIe siècle, toujours, ce sont les Saadides qui sont encore au pouvoir. Ils emploient beaucoup de Juifs, parce qu'ils sont compétents dans le commerce, à des postes importants, des postes influents, ambassadeurs, consuls, délégués, banquiers, etc. Et ils ont une influence importante sur le sultan et ça déplaît terriblement aux musulmans fanatiques et surtout aux marabouts. Les marabouts sont l'équivalent de nos mouftis aujourd'hui, qui soulèvent la population contre les Saadides. Donc, on manifeste, on proteste contre le sultan à cause des relations qui sont pourtant pas des relations très faciles pour ces gens de pouvoir,
mais à cause des relations avec le sultan. Et les Sarayadides vont tomber. Et encore une fois, ce que je vous dis, ces Juifs ne sont puissants qu'en apparence et ils meurent très rarement dans leur lit. La tentation est forte pour le sultan lorsque son protégé s'enrichit un peu trop, de mettre la main sur ses biens, sur sa famille, sur ses avoirs, etc. Donc, ce sont des gens qui rarement arrivent paisiblement à la fin de leur vie. C'est comme ça. Voilà. Alors, il y a des révoltes. 1790-1791, ce sont les fameuses persécutions dont je vous ai parlé tout à l'heure de Moulay Yazid, 2 années sanglantes contre d'abord les favoris juifs de son père qui étaient le sultan précédent, et évidemment ensuite contre les autres juifs. Il y a des descriptions terribles du vice-consul suédois qui s'appelle Olaf Agrell, qui est le témoin oculaire de cette époque-là. Alors je vous donne des noms là, je vous raconterai des récits, mais au fur et à mesure qu'on avancera dans cette histoire. Voilà. 1792-1822, c'est une trame historique, hein, grosso modo. Arrive sur le trône le frère de ce Yazid, qui est sanguinaire, arrive Suleiman. Il est moins violent, nous l'avons déjà vu, mais les troubles sporadiques continuent dans tout le Maroc. Mais on peut quand même avoir l'espoir que petit à petit, en se civilisant, le Maroc allait devenir une terre plus agréable pour les Juifs. Ben, nous allons voir qu'il n'en est rien du tout. On continue. En juin 1820, se répand une rumeur sur la mort du sultan Suleiman, dont je viens de vous parler. Et immédiatement, les habitants de Fès se ruent sur le Mela et c'est une orgie de tuerie et de pillage. Ce n'est qu'une rumeur qui s'avère être fausse. Mais notre bon sultan est mort et il faut donc tout de suite aller piller et massacrer les Juifs. Sauf que 2 ans plus tard, ce brave sultan il meurt pour de bon, en 1822. Eh bien, on remet le couvert, tout simplement. On retourne dans le Mela de Fès et on massacre à nouveau. C'est un nouveau pogrom, des massacres de Juifs, des viols de femmes, des ventes d'enfants comme esclaves. La communauté juive a été tellement touchée qu'elle décrète à l'époque un deuil de 3 ans. Ce n'est pas banal, décréter un deuil de 3 ans. C'est vous dire l'impact, la gravité des pogroms qui ont été effectués à Fès. On avance encore un petit peu, 1844-1845. Les Marocains ont aidé les Algériens contre la France. Alors la France, elle n'est pas contente du tout, et elle envoie un bataillon, et c'est la guerre franco-marocaine qui dure 2 ans. Il y a un commandant qui s'appelle Joinville, qui bombarde à partir de ses bateaux et détruit presque totalement la ville de Mogador. Mogador est en bord de mer. Et la ville détruite, qu'est-ce qui se passe? Les tribus environnantes fondent sur la ville et sur le Mela, mettent la ville à sac, et beaucoup de Juifs sont tués ou blessés, dont notamment un personnage éminent, un kabbaliste âgé de 95 ans à l'époque, et qui mourra quelques jours après de ses blessures, qui s'appelle Rabbi Chaim Pinto, à l'occasion du sac de Mogador en 1845. J'avance encore un petit peu, 1863-64, là, il y a une bascule, 1863-64, ça doit faire tilt dans vos têtes, 1862, c'est la première école de l'Alliance israélite universelle qui s'ouvre à Tétouan. Donc, le judaïsme marocain rentre dans la scène politique occidentale ou internationale, si vous voulez. Alors, pourquoi? Parce que, c'est une histoire que je ne vous raconte pas maintenant, il y a eu un drame à Gibraltar en juin, l'été 1860, où des Juifs ont été entassés à Gibraltar et ont vécu dans des conditions horribles, absolument démentes à Gibraltar. C'est une histoire que je vous raconterai plus tard, pas maintenant. Alors, cette situation provoque un émoi,
d'où naissance de l'Alliance israélite universelle et la volonté des Juifs européens d'intervenir pour améliorer les relations entre le judaïsme marocain et le sultan, ou les autorités en règle générale. C'est l'époque de l'Alliance israélite universelle, c'est l'époque de Moses Montefiore, lequel Montefiore obtient en 1864 un daïr, c'est-à-dire un décret du sultan ordonnant qu'on applique une véritable justice à l'égard des Juifs et interdisant totalement un quelconque mauvais traitement des Juifs. Ah, le daïr est magnifique, le décret est écrit d'une façon somptueuse et appliqué de la même manière, mais à l'envers. Il ne sera jamais appliqué, il ne sera jamais mis en œuvre, et Montefiore continuera toute sa vie d'intervenir pour les Juifs du Maroc. Ensuite, nous aurons des interventions de personnages importants, puissants financièrement, de l'Alliance israélite universelle. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que même dans le Maksen, qui est sous autorité du sultan, il est très difficile de faire appliquer les décisions du sultan au fin fond du pays. Et nous verrons d'ailleurs que assez souvent, dans la période du XXe siècle, les sultans étaient plutôt modernistes, plutôt tolérants à l'égard des Juifs, mais que leurs décisions, leurs réflexions, leur manière de penser n'étaient absolument pas appliquées au niveau de la population. Donc, on a ce daïr, 1867, 3 ans après, 1867-77, c'est une décade de tyrannie qui s'abat sur le Maroc. Et qui dit tyrannie, dit encore une fois exaction. 1880, date très importante, 1880, c'est la conférence de Madrid. Dans cette conférence de Madrid, le sultan Moulay Hassan s'engage à des réformes de fond pour assurer l'égalité, la justice, la liberté de culte pour toutes les minorités, c'est-à-dire essentiellement pour les Juifs. Résultat, zéro. Aucune application des décisions de ce fameux, de cette conférence de Madrid. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'était des conditions pour développer le commerce avec le Maroc et malgré tout, le commerce va se développer et les exactions contre les Juifs vont continuer. Parce qu'en fait, les Européens, je ne parle pas de l'Alliance israélite évidemment, mais les politiciens européens auront tout le temps une espèce de double jeu avec le Maroc et avec les Juifs. Protège les Juifs, oui, mais enfin, ce n'est pas l'essentiel de leur problème, qu'on peut d'ailleurs comprendre, ce n'est pas l'essentiel de leur problème, mais ils ont une espèce de double jeu permanent qu'on développera à plusieurs reprises quand je vous raconterai des histoires. Voilà, ça c'est l'Europe et spécifiquement la France d'ailleurs. Voilà. Alors, 1884-94, c'est 10 années d'application du statut de dhimmi exacerbé, poussé à l'extrême, avec une violence terrible, avec énormément de meurtres, de pillages, de vente d'esclaves. Nouveauté, le service militaire est imposé aux Juifs dans l'armée du sultan. Sauf que pour les Juifs, faire l'armée pour le sultan, je vous assure que ce n'est pas une sinécure, c'est une application permanente de coups de bâton, de torture et de prison. L'histoire des coups de bâton, je vous raconterai 2 ou 3 histoires sur les coups de bâton. Ça a l'air de rien comme ça, les coups de bâton sont mortels. Je vous en parlerai. 1896-1906, le Maroc indépendant, tombe sous l'influence des Européens et qui ont une influence très forte sur le sultan, sur un sultan qui est faible. J'ai presque fini. Son indépendance est un peu remise en cause. Le sultan n'est pas un homme politique très puissant et du coup, il y a des insurrections dans le pays. Et qui dit insurrection dit représailles sur les Juifs. Nous sommes au début du XXe siècle, là, quand même. 1897, à Demnat, le cadi interdit aux Juifs
de sonner du chauffard le jour de Rosh Hashanah, en disant que c'est une insulte à l'islam. Quand la populace entend ça, à Demnat, elle fonce vers le Mela et détruit totalement le Mela et fait des quantités de morts et de blessés. En août 1907 jusqu'en février 1908, donc sur 6 mois, on a le débarquement des Français. Alors, ils débarquent, ce n'est pas encore le protectorat. Hein. Les Kabyles se révoltent et procèdent à des massacres d'ouvriers français sur les ports. Là, il ne s'agit pas de juifs. Massacre d'ouvriers français sur les ports, mais puisqu'on est si bien parti, eh bien, on continue avec le sac du Mela de Demnat. La communauté française sera sauvée par les bateaux qui sont là, mais qui, pour l'essentiel, refuseront de laisser monter les Juifs pour sauver leur vie sur ces bateaux. Un exemple, d'ailleurs, de ce double langage français. Le sac est terrible et la même situation se retrouve à Ceuta et à Mazagan, où on massacre les Juifs du Mela. Et puis, nous arrivons en 1912. Alors, en 1912, se passe deux choses. Il se passe le protectorat français. Ça va considérablement changer la situation des Juifs au Maroc. Oui, quand même considérablement, bien qu'elle ne sera pas encore une sinécure. Et deuxièmement, il y a le triple de Fès, qui est un terrible pogrom à Fès, qui fera 60 à 80 morts, pas exactement, et quelques centaines de blessés. Donc voilà le résumé de ce que nous avions fait, la trame générale de l'histoire du Maroc, et pour le reste, je vous l'avais d'ailleurs dit, le Maroc, on ne peut pas le traiter dans sa globalité, c'est ville par ville, parce que dans chaque ville, il s'est passé autre chose différemment. Donc je crois qu'on continuera par des illustrations d'événements ponctuels dans différentes villes qui vous expliqueront l'ambiance générale qui se développe au Maroc et qui n'est vraiment pas ce paradis qu'on semble vouloir nous vendre aujourd'hui, enfin qui n'était pas le paradis qu'on semble vouloir nous vendre aujourd'hui. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je voudrais poser une question. Qui a organisé la conférence de Madrid? Les Espagnols, les Français, les Anglais. Pour quelle raison? Parce qu'on cherchait à développer le commerce vers le Maghreb, mais alors il y avait des pressions. On est en 1880, donc déjà bien après le démarrage de l'Alliance israélite, il y a des pressions, des groupes de pression de juifs anglais et français pour dire oui, d'accord, commerce avec le Maroc, oui, mais il faut assurer la sécurité des communautés juives. Il n'y a pas que ça d'ailleurs dans cette conférence de Madrid. Il y a aussi le problème des razzias sur les bateaux, sur la mer Méditerranée, qui est discuté. Il y a beaucoup de choses qui sont discutées. Un des points est effectivement la relation avec les Juifs. Mais les Rothschild, ils ne sont pas occupés de cette affaire-là? Les Rothschild, ils ont fait autre chose, mais ils ne sont pas occupés de ça. Ça, c'était et l'Alliance israélite. Il y a aussi les Anglais qui s'en sont occupés. Le Jewish Committee, l'équivalent de l'Alliance israélite en Angleterre, qui a travaillé là-dessus. Okay. Mais les résultats sont difficiles à obtenir. Difficiles. OK. Voilà. Autre chose? Merci beaucoup, Georges. Oui. D'autres questions, Robert? Il y a ta fille qui veut poser une question. Oui, moi je veux dire, on est loin de cet engouement qu'ont les Marocains, les Juifs marocains. On a l'impression qu'ils étaient très bien. Alors, ils étaient très bien qu'à partir de 1912 où la France est arrivée. Mais avant, ils n'étaient pas bien. Ils n'ont jamais été bien. Et après 1912 non plus? Pourquoi? Trompez-vous. Après 1912 non plus. Alors, bon? C'est bien ce que j'essaye de faire saisir, c'est que on voit aujourd'hui, on peut tous être qu'heureux des accords d'Abraham. C'est formidable, c'est très bien,
et on ne peut qu'applaudir. Je comprends très bien que beaucoup de Juifs originaires du Maroc soient émus de pouvoir retourner sur les lieux de leur enfance, sur les cimetières où sont enterrés les saints ou leurs familles. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait estimable. Et il y a une nostalgie du pays où on a vécu. Mais dire que c'était le paradis, non, c'est totalement faux. C'était un véritable enfer de vivre comme juif au Maroc, sauf pour quelques familles aisées. Effectivement, il y en a eu qui avaient une très bonne vie, et encore aujourd'hui, qui avaient une très belle vie au Maroc, parce qu'ils étaient arrivés dans le haut du panier, mais avaient toujours quand même une espèce d'épée de Damoclès sur la tête. Pour le reste, les Juifs marocains ont une vie de misère, mais je parle des histoires. Oui, madame, par des histoires en personnelles, parce que finalement, c'est le meilleur moyen d'illustrer, de raconter cette affaire-là. Et puisqu'on a les témoignages, il faut en profiter. On a plein de témoignages, de rapports, de relations sur la situation de ces Juifs. Et je vous assure que c'est tout à fait dramatique. Dramatique. Parce que quand on parle d'une punition des coups de bâton, les coups de bâton, c'était 500, 600, 700 coups de bâton. C'était un moribond qu'on ramenait à la maison. Quelqu'un dont les os du pied étaient détruits, qui de sa vie ne pourrait plus jamais marcher. Il faut se rendre compte de ce que ça signifie. Quand on parle, vous savez, c'est comme pour la Shoah. Quand on parle de 6 millions, c'est une statistique. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Mais quand on raconte l'histoire d'une personne, elle nous touche. Parce que là, on comprend les choses. Ce n'est pas quelque chose d'anonyme. Je vous raconterai l'histoire de jeunes filles qui ont été emmenées, à qui on a coupé la tête. Des choses pas jolies du tout, des choses belles aussi, que je vous raconterai aussi. Mais je crois qu'en illustrant cette histoire par des histoires personnelles, on vous saisirait mieux, on saisira tous ensemble beaucoup mieux qu'est-ce qu'était la vie des Juifs au Maroc. Et je vous assure, ça n'était pas une sinécure. Pas du tout. D'ailleurs, s'ils sont massivement partis en 1960, il y a quand même de bonnes raisons. Exactement. Il faut réfléchir un petit peu. Il y a quand même de bonnes raisons à ça. Georges, moi, je voudrais te poser une question sur les années 1880, 1900. Est-ce qu'il y a des Juifs du Maroc qui sont partis vers la Palestine? Ah oui. Oui, parce que j'ai des traces de ma famille par là-bas et je voulais savoir s'il y avait beaucoup de gens qui étaient partis ou peu ou comment non, ça. Pas beaucoup, peu, pour une bonne raison, pour deux raisons. La première, c'est d'abord, ils étaient excessivement pauvres. Donc, entreprendre ce voyage, c'était pas simple. La deuxième raison, ils partaient, et c'était pas Israël, hein, c'était une terre. Non, bien sûr. Voilà, ils partaient vraiment dans l'inconnu. Mais il y a eu un courant continu d'émigration du Maroc vers la Palestine. C'était quand même une aspiration philosophique, spirituelle, intellectuelle, religieuse de tous les Juifs du Maroc. Ils étaient autorisés à rentrer. À l'époque, ils étaient autorisés. Après, ça a été plus compliqué. Après 48, ils n'ont plus le droit de… Non, je parle de 1880, 1880. Oui, non, là, ils pouvaient partir, il n'y avait pas de problème. Après 48, ils n'avaient plus le droit de quitter le Maroc. Oui. Non, je parlais de cette époque-là. Oui, mais il y a eu tout le temps, mais ce n'est pas massif. C'est pas massif. Merci. Georges, dans la deuxième partie, tu as parlé de plusieurs communautés et tu as parlé plusieurs fois de la communauté de Fès. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a une ville qui a été plus touchée par les pogroms que d'autres? Clairement Fès. Clairement Fès. Et il y a une raison pour cela Non, je ne pense pas. Peut-être la densité juive, il y avait beaucoup de juifs à Fès. Il y avait des tribus qui échappaient à l'autorité du sultan tout autour, et ce sont ces tribus-là qui attaquaient Fès. Mais il y en a eu partout. Mazagan est une petite ville qui n'est pas très, très connue. Mazagan a souffert terriblement. Demnat, ça a été un massacre épouvantable. Ça dépend des moments, mais Fès, il y a eu une récurrence. Il y a eu à plusieurs reprises de gros pogroms à Fès. Parce que il faut quand même dire, et c'est important, que quand on parle de pogrom au Maroc, ça n'a rien à voir en intensité avec les pogroms en terre chrétienne, notamment en Pologne ou en Russie. Il ne faut pas l'oublier. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, en terre chrétienne, les Juifs avaient des périodes de calme, vraiment de calme. Et puis après, il y avait des pogroms qui étaient d'une violence absolue,
qui ont fait des centaines et des milliers de morts. Ça, c'est en terre chrétienne. La responsabilité est très lourde. En terre d'islam, même quand on parle de pogrom, même quand on parle d'horreur, on peut parler de sadisme, on peut parler de violence, on peut parler de vol, d'exploitation, de soumission. Ça a fait, même proportionnellement au chiffre de juifs, à la population, ça a fait beaucoup moins de morts qu'en terre chrétienne. Ouais, mais enfin, ouais, la souffrance était quand même la même, hein, en fin de compte. Je suis tout à fait d'accord, c'est bien ce que je m'efforce de dire, c'est que en dehors des périodes de crise, alors ce qui n'était pas en terre chrétienne, en terre d'islam, ils vivaient dans une misère noire. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont tellement intégré l'idée de soumission, l'idée d'être des êtres de seconde zone, qu'ils se ressentaient comme tels, qu'ils se vivaient comme tels. Et c'est une destruction psychologique de la personnalité de ces gens qui est effroyable. Ça, on ne l'a pas eu en terre chrétienne. Mais c'est tout à fait. La vie était vraiment très dure, vraiment très dure. Georges, bonsoir. Est-ce que tu as parlé de Solika Hatchouel, l'histoire de Solika Hatchouel, est-ce que tu l'as raconté? Je n'ai pas compris. Est-ce que tu as parlé de l'histoire de Solika Hatchouel? Pas encore. Elle va venir, bien sûr. C'est l'ancêtre de mon meilleur ami qui me l'a raconté tout le temps. Mais j'ai tout le détail de cette histoire-là, y compris les lettres qui ont été envoyées par le consul de France, et évidemment les rapports de l'Alliance israélite. On va en parler. C'est un des cas, justement, qui vont illustrer ce qu'était la vie des personnes là-bas et la dangerosité de vivre là-bas. Exactement. Vraiment, oui, tout à fait. Mais ça va venir un petit peu plus tard. Ouais. Mais ça va être fait. C'est une histoire terrible, terrible. C'est une illustration du sadisme qui a été appliqué. Vraiment un sadisme. C'est grave. Voilà. Autre question? Oui, votre conférence rejoint exactement ce que disait Ben Soussan dans son livre Les Juifs dans les pays arabes. Vous expliquez exactement ce qu'ont souffert dans les pays arabes, alors que la légende dit que les Juifs étaient mieux dans les pays arabes que dans les pays chrétiens, et on s'aperçoit qu'ils ont souffert autant et même plus. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Georges. Avec plaisir. À dans tout bientôt.